Binge audio. Ah non, binge. Coucou, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent Manilève et je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de NoTube, un épisode où l'on va sortir un peu du site YouTube en lui-même et s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler avec de grosses guillemets les produits dérivés des youtubeurs. Aujourd'hui nous sommes avec Marie Camier-Théron des internets, comment vas-tu ? Salut, ça va, je suis trop contente d'être là, comme d'habitude. Comme d'habitude. Dans les studios souterrains et éclairés à la lampe plutôt qu'au soleil. De l'autre côté de la table, il est retour de Cannes et se remet doucement de ses nuits blanches à la villa Schweppes en compagnie d'influenceurs dont on avait du mal à comprendre la présence. David Honora, comment vas-tu ? Tu te remets ? Qu'est-ce que tu as pensé de ce cru 2018 à Cannes ? Je suis en pleine forme. Pas du tout. Non, c'était un peu mou cette année. J'ai trouvé ça mou. Il n'y a pas eu de films extraordinaires qui se sont dégagés. Pas mal de bonnes choses, mais c'était mou, c'était calme, il y avait moins de monde. C'était presque reposant. Du Cannes mou donc. Alors évidemment on va pas trop parler de Cannes aujourd'hui, mais comme d'habitude, avant de lancer le sujet du jour, on va discuter un petit peu actu. Vous êtes youtubeur, c'est-à-dire à la fois auteur, acteur, réalisateur et diffuseur. Vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans, c'est un tapis de souris pour eux. Le premier sujet qui fait un petit peu débat, je dois l'avouer, m'a été suggéré par toi, Marie. Il y a quelques jours, tu m'as parlé d'OGG, donc que l'on connaît notamment pour Virago, un excellent format sur YouTube où elle parle de grandes figures féministes, parfois méconnues. Simplement pour vous donner un petit peu une idée de ce que c'est, voici un extrait de sa dernière vidéo consacrée à Amelia Earhart. Amelia Earhart naît en 1897 dans le Kansas. À l'âge de 10 ans, elle voit pour la première fois un avion voler. À l'époque, je me suis dit que c'était une chose faite de bois et de fil de fer rouillé, et vraiment sans intérêt. Et pourtant, 15 ans après, elle sera l'une des premières femmes à obtenir son brevet de pilote. Et elle enchaîne les records comme personne avant elle. Elle réalise pas moins de 10 exploits comme les records d'altitude ou de long vol en solitaire sans escale. Oui, enfin dans le tas, j'ai quand même craché quelques zingues. Si ces vidéos sont très quali, elle a récemment publié un message sur sa chaîne pour partager sa frustration. Elle a notamment écrit ceci. Donc 50 000 abonnés, 10 000 vues sur ma dernière vidéo, je suis le Arte de YouTube, tout le monde trouve ça formidable, mais personne ne regarde. Elle a également ajouté, donc être une femme sur YouTube, c'est aussi s'exposer à moins de relais, moins de soutien, moins de visibilité. Je suis censé montrer un visage positif de la création, mais parfois c'est trop déceptif, et c'est ce que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui. Alors, c'est vrai que donc, le message donc, Ça sur veut sa pas page... dire ça déceptif, mais bon, ça c'est un détail. Deux secondes, David, 2 secondes. Donc, ce message, de manière globale, qui est disponible sur sa page communauté, donc qui est une page qui existe sur les chaînes YouTube de créateurs, mais bon, les gens ne font pas forcément. Donc, ce message fait évidemment écho au problème de visibilité des femmes sur YouTube et dont on a déjà parlé ici à plusieurs reprises. D'abord, est-ce que vous avez pensé quoi de ce message, Maria ? Tu comprends un peu sa frustration ? Oui, j'en ai discuté justement avec Aude de ce message et en fait, ça m'a beaucoup touchée parce que je sentais depuis plusieurs mois qu'il y avait un ras-le-bol qui commençait à grandir chez elle. Elle est devenue l'ambassadrice un petit peu par hasard du programme Elles font YouTube, au YouTube Space Paris. Oui, qui est un programme de YouTube qui est censé aider les femmes accompagner les femmes à créer voilà, et à se mettre en avant un peu sur la plateforme. Et du coup, elle est devenue l'image de ce programme-là. Donc, c'est un peu ça qu'elle dit en sous-texte. Et finalement, quand on relit son message, c'est pas vraiment aux visionneurs qu'elle s'adresse, c'est plutôt aux créateurs qui pourraient être plus solidaires avec elles-mêmes et à la plateforme YouTube qui pourrait éventuellement, grâce à certaines techniques, mettre plus volontairement en avant des femmes. Donc moi, ce message, je l'ai trouvé très politique parce que, bien sûr, faire de la vulgarisation sur YouTube, c'est évident pour personne. Les youtubeurs qui font des sciences ou qui parlent de culture, ils galèrent tous parce qu'il y a des noms qui sont très installés déjà. Par contre, quand on est une femme, on a l'impression de subir la double peine parce qu'on fait moins de collaborations et quand on fait des collaborations, parfois on est moins partagé. Là, l'exemple avec Patrick Beau, Patrick a partagé sa vidéo avec Aude une fois et ça permet malheureusement pas d'acquérir beaucoup d'abonnés. Donc au-delà du format de réalisation qui s'adresse à un certain public, qui est un public qui a envie de savoir et de connaissances, on a toujours des freins moraux qui font qu'on va s'abonner moins naturellement à une meuf qu'à un mec sur YouTube.
Alors David, juste avant de te donner la parole, je vais simplement signaler un petit peu quelques tweets qui ont été faits par un autre vidéaste. Donc voilà, cette déclaration, elle a fait pas mal réagir sur Twitter notamment. Donc Guillaume de la chaîne Révisons nos classiques, il a par exemple déclaré sur Twitter qu'il aimait beaucoup le travail d'OGG, mais il a également déclaré ceci, pardon. C'est comme ça pour tous les créateurs, hommes et femmes, stop. Et puis oui, c'est très quali, mais c'est très plan fixe, fond vert aussi, hein. Je pense pouvoir dire qu'on se casse un peu plus le cul pour pas plus de résultats. Donc en gros, il lui reproche de se plaindre alors qu'elle a lancé, et voilà, il lui reproche aussi à ce propos-là de se plaindre alors qu'elle a lancé une grande campagne pour que les gens s'abonnent à elle et qu'elle obtienne ainsi l'aide du CNC qui est accessible à partir de 50 000 abonnés, ce qui est le cas maintenant, et le CNC cofinance certaines de ses vidéos. Donc voilà, toi, David, là-dessus, j'ai cru comprendre que tu n'étais pas d'accord, que tu avais... Alors, je suis assez d'accord avec ce que Marie vient de dire et sur le fait que de plus en plus, on constate sur le YouTube français, il y a certains phénomènes de solidarité, on va dire, entre YouTubeurs qui maximisent les vues, Je te vois sourire. y compris sur des trucs de merde, et notamment à travers les networks, et notamment très clairement avec ceux de Webedia, où on voit un réseau d'entraide où tout le monde trouve la dernière vidéo de Oui. tel créateur génial Dès qu'il y a une nouvelle et qui recrue, est ils vont poussé faire à une mort. vidéo avec et, McFly et Carlito, voilà, par exemple. et ils sont en tendance à chaque fois, etc. Donc il y a un truc, un cercle vertueux pour eux qui fait un peu rêver, j'imagine, tous les créateurs, parce que tu te dis, moi j'aurais mes vidéos aussi bien propulsées par toute cette communauté, ça cartonnerait. Donc avec ça, je suis d'accord, et je suis aussi d'accord que par ce biais ou par la page tendance, les femmes sont lésées et pas du tout mises en avant, et on ne cherche pas à contrebalancer ce déséquilibre. Après, le problème, c'est qu'elle se retrouve dans un truc qui est assez universel et qui n'est pas du tout confiné à YouTube, qui est la frustration de l'inadéquation en fait, entre le travail, l'effort que tu fais et la popularité de ce que tu sors. C'est-à-dire que tu peux avoir passé énormément de temps pour faire ta vidéo ou pour faire un film, écrire un livre, tout ce que tu veux. Ça ne garantit absolument pas le résultat. Et du coup, énormément de gens, la majorité des gens qui créent, en fait, se retrouvent dans la situation où ils trouvent que leur travail n'est pas récompensé. C'est pas assez gratifiant. Et voilà. Et donc, du coup, c'est extrêmement décevant, c'est fatigant. De faire ça. Je comprends d'ailleurs à la fin de son message, elle dit que elle a produit 9 vidéos et elle va devoir réfléchir à la fin et probablement, on la sent un petit peu démotivée là-dessus. Donc c'est compliqué. En même temps, elle dit elle se compare un peu à Arte et peut-être que c'est aussi une partie du problème. Elle a été un peu critiquée dessus aussi. Ouais. C'est-à-dire que même que ce soit toi ou l'autre créateur qui parle d'elle, vous dites c'est très quali, et je trouve que c'est presque un peu, pas condescendant, mais il y a un côté un peu... c'est comme dire de quelqu'un qui est très gentil, quoi. En fait, ça veut dire... Moi, vous dites quali, moi j'entends chiant, en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a un truc... qui fait que le sérieux, l'envie, la passion qu'on met dans la vidéo, elle va pas forcément se transformer en vue ou en pouce. D'accord, non, mais là tu as un discours juste très pessimiste sur YouTube. Effectivement, là, ce que tu dis, c'est que pour réussir sur YouTube et percer sur YouTube, il faut répondre à ce que YouTube attend. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas automatique. Déjà, c'est pas lié au travail. Et en plus, c'est aussi... au-delà de l'algorithme, au-delà de tout ça, il y a aussi un facteur chance, un facteur être là au bon moment, etc., qui fait que exactement la même vidéo, à un moment, peut cartonner et une autre peut rester aux oubliettes. Ouais, parce que typiquement, ce qu'a fait Patrick, qui est aussi un format hyper chiadé et très bien réalisé, lui, il a réussi à se faire son trou dans ce milieu-là. Mais le problème, c'est que maintenant, la place est prise, quoi. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Alors que pourtant, ce que propose Aude en termes de contenu et de vulgarisation est très différent et c'est un taf complémentaire, en fait. C'est juste... c'est un livre en plus dans la bibliothèque. Donc, comment ça se fait que ce livre, il soit pas à la même hauteur que les autres dans l'étagère ? Enfin, vraiment, ça questionne. Il y a plein de trucs complètement impalpables. Il y a ça, dans tous les paramètres, il y a clairement, je pense, le sexisme qui fait partie du truc, mais il y a aussi plein de choses qui fait que t'accroches ou t'accroches pas, ou tu vas partager ou tu vas pas partager. Et c'est difficile, et je pense que c'est vraiment le lot des créateurs d'être déçus quand ça marche pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Enfin, je veux dire, ça
tout ne marche pas. Enfin, moi, j'ai vu ces vidéos, ça m'intéresse pas. Donc, il y a le truc, il est hyper subjectif et il est au cas par cas. Et malheureusement, tous les films peuvent pas cartonner au box-office, toutes les vidéos peuvent pas fonctionner. Et pourtant, tout le monde y met la même énergie. J'ai un peu le même raisonnement face à Problemos, en fait. Au cinéma, c'était ma comédie de l'année, et au final, ça n'a pas touché l'audience que je voulais. Il y a à la fois des succès, parfois qu'on ne s'explique pas, et à l'inverse, des échecs qu'on ne comprend pas non plus, quoi. Enfin, oui, vas-y. Du coup, Aude, pour moi, là, elle va au charbon. Elle est en train d'ouvrir un débat public là-dessus, et je trouve ça très courageux de sa part. Merci, Aude. Mais ce qu'elle souhaite, je pense, en fond, c'est de convaincre YouTube de mettre en place un quota. Voilà. Non, je voulais apporter la question de YouTube au centre du débat. Voilà. Je pense que elle veut convaincre YouTube de mettre en place un quota, que ce soit dans les recommandations qui te sont faites sur le côté quand tu regardes une vidéo, ou dans les tendances. Après, on sait aussi que quand la vidéo arrive dans les tendances, ça ne crée pas pour autant des abonnés sur la chaîne, mais ce serait déjà pas mal. D'ailleurs, il y a eu un tweet de Cyprien à ce sujet-là aujourd'hui. Voilà. Oui, un tweet où il recommandait notamment les internets pour découvrir des créatrices. Et c'est un tweet, évidemment, qui n'a pas toujours été bien compris. Donc, Marie a dû faire beaucoup de pédagogie pour expliquer aux gens l'objectif des internets, que je vous encourage à consulter. Effectivement, donc, simplement, avant de passer à l'autre actualité du jour, je vais simplement dire que la campagne Elles font YouTube, c'est vrai que YouTube adore communiquer là-dessus, mettre en avant, il y a des articles, des reprises presse, etc. Mais que derrière, quand on leur demande d'avoir plus de transparence sur l'algorithme, ce genre de questions, là, ils sont un peu plus discrets. Donc voilà, on y reviendra peut-être un jour. Et en attendant, on va parler de karaté. Alors le sériephile qui est en moi est très content de pouvoir parler de ça parce que donc il y a quelques semaines donc YouTube Premium, donc c'est la plateforme de SVOD de YouTube que l'on connaissait sous le nom de YouTube Red jusqu'à quelques jours, a mis en ligne la première saison de la série Cobra Kai, qui est en fait donc une suite 34 ans après du film Karate Kid. Donc en soi il y avait déjà eu des séries en tant que telles sur YouTube Red, mais j'ai l'impression que c'est la première fois que YouTube met autant de moyens marketing, de production pour un projet comme ça. Et on retrouve évidemment les acteurs originaux qui jouaient Daniel LaRusso et son rival Johnny Lawrence. I heard you beat up a bunch of teenagers. I didn't beat up any teenagers. I kicked the crap out of a bunch of assholes who deserved it. Thinks he could bring Cobra Kai back to the valley? Yeah. Not on my watch. You want those kids at school to keep dumping things on your head? You want all the girls to think you're a wangless dork? You're gonna be my karate teacher? No. I'm gonna be your sensei. C'est tellement kitsch. En fait, ce qui est dingue, c'est que tout en améliorant les combats de karaté, ils ont réussi à être aussi kitsch et aussi de reprendre la même histoire, etc. C'est important de rester kitsch en même temps. Ouais, voilà, mais c'est ça qui va toucher les gens. Hein. Ready Player One, la moto d'Akira, tout ça, on adore. On va pas partir sur ça. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas d'accord. Non, simplement, toi, Marie, donc je t'ai imposé le visionnage parce qu'il y a les 2 premiers épisodes qui sont disponibles en ligne. Et je voulais savoir si tu pouvais juste nous parler un peu de ton expérience sur cette série et le fait que ça soit YouTube qui propose ça et pas Netflix ou OCS, ce genre de choses. Écoute, tu me l'as pas imposé, tu m'as proposé 10 000 € pour le regarder, donc j'ai fini par le... Hashtag sponsorisé. Voilà. Et le livre de Vincent a très très bien démarré. Hashtag sponsorisé également, mais t'as touché 5 000 € parce que t'es un homme. Désolé. Oui, alors c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi parce que je suis pas la cible, hein, clairement. Ça s'adresse. J'en suis là, ouais. Je pense que ça s'adresse à des mecs nostalgiques des années 80, qui ont grandi dans les années 80 et qui donc aujourd'hui ont entre 30 et 50 ans et qui ont toujours voulu faire du karaté quand ils étaient gamins. Moi perso, j'ai vraiment bien aimé j'ai trouvé que la réalisation, elle était vraiment chiadée. Oui, ça fait série quoi. Ça fait vraiment série. Ouais, vraiment c'est sérieux. T'as l'impression de mater du Netflix et surtout le petit détail, c'est que donc sur cette série-là particulièrement, tu as le curseur qui a été modifié. J'allais en parler aussi. Ouais, mais moi, ça m'a frappé. C'est un mec qui fait une prise de karaté et c'est animé carrément. Je sais pas si tu as remarqué, mais il bouge un tout petit peu. Et alors, il y a un petit problème, c'est que la prévisualisation se met par-dessus, du coup, on peut pas bien regarder le curseur.
Non, mais c'est vrai. On va faire remonter tes doléances. Feedback pour YouTube. Voilà, du feedback. Moi, c'est le truc qui m'a le plus intéressé dans la série, c'était le curseur. Et j'étais très embêté. Mais c'est marrant en fait ce que ça veut dire avec cette série, c'est qu'ils essaient d'aller chercher des utilisateurs qui ont un pouvoir d'achat. Enfin, clairement, ils vont pas chercher des meufs ados de 16 ans qui vont utiliser la CB de papa-maman. Donc pourquoi pas installer ce modèle-là, même si, petite précision, c'est traduit en français mais en sous-titres. Donc pour moi, ça s'adresse quand même à un certain public parce qu'il n'y a pas le doublage français. Oui, mais je crois qu'en plus, le YouTube Premium en tant que tel en France doit être lancé bientôt parce qu'ils vont étendre ça au monde. Là, pour l'instant, on peut acheter chaque épisode supplémentaire à part. Donc c'est genre 3 € je crois l'épisode ou un peu plus de 2 €. Donc faut y aller quoi. Ouais. Pour une dizaine d'épisodes, faut vraiment vouloir C'est trop cher. regarder cette série-là. Ça vaut pas le coup en soi. Simplement, moi j'avais une question pour toi, David, qui a un regard sur l'univers Du karaté. du cinéma, du karaté. Qui est grandi dans les années 80, Voilà, qui n'est absolument pas nostalgique de Karate Kid et qui n'a jamais eu envie de faire de karaté. Voilà, exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Non, mais simplement, est-ce que toi, au-delà de la série en elle-même, qu'on trouve kitsch, moi que j'ai pas trouvé super non plus intéressante en termes d'enjeux, est-ce que toi, tu trouves que ça va permettre à YouTube de s'affirmer dans le monde des séries? Tu penses qu'ils ont quelque chose à aller chercher sur le territoire de Netflix ou pas? Alors moi, je pense qu'ils ont clairement quelque chose à aller chercher, que pour le moment, cette tentative-là est juste une tentative et peut-être un peu pour s'échauffer, pour se préparer à la production de contenu ou à l'acquisition de contenu un peu valable. Je pense que le truc, c'est lié aussi au support de consommation de YouTube. J'avais parlé dans un épisode il y a quelques temps de ma grosse télé sur laquelle je regarde YouTube. Forcément, quand j'ai le choix entre l'appli Netflix et l'appli YouTube, je me dis que je pourrais très bien regarder des contenus équivalents sur YouTube aussi. De la même manière sur les smartphones. Et puis, en fait, je pense que YouTube peut avoir une force de frappe considérable et que pour faire la bascule et pour rentrer vraiment dans la compétition, il y a deux gros axes. C'est faire des très très grosses séries avec du cast, comme quand Netflix a commencé à faire du Netflix Original avec House of Cards. Et l'autre truc, c'est le sport en live. C'est à partir de ce moment-là, en Europe, quand YouTube va venir disputer les droits de la Ligue 1 ou la Ligue des Champions, c'est là qu'ils vont devenir, qu'ils vont se positionner, à mon avis, sur le marché de l'audiovisuel au sens très large. Oui. Pardon, j'ai une question. En fait, on s'en est où aux États-Unis, en fait, YouTube Premium? On sait combien il y a d'utilisateurs ou... Non, en termes d'utilisateurs, moi j'ai pas vraiment vu de chiffres, mais là, comme ils ont revu leur offre, et donc ils ont divisé ça en deux, et c'est pour ça que parler de séries, je trouve ça que c'est un peu étrange, parce que là, leur nouvelle offre, donc il y a YouTube Premium général, avec l'accès aux séries et à la musique, et il y a YouTube Premium, musique, où là, il y a une offre vraiment, j'ai l'impression qu'ils mettent énormément l'accent sur le streaming musical, etc. Donc je sais pas à quel point YouTube sait s'ils veulent aller vraiment vers la production de séries ou s'ils veulent vraiment grignoter le terrain de Spotify, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a un flou en ce moment qui est un peu bizarre. À mon sens, à terme, ils veulent aller partout. C'est-à-dire que le but, c'est de... Google. C'est comme Google, c'est vrai. C'est comme Google. Le but, c'est de contrôler du temps de visionnage des gens. Et la concurrence, c'est à la fois Netflix, mais c'est aussi Facebook, c'est Instagram. Et puis voilà, il y a un énorme marché publicitaire, un marché de data, même si ça va peut-être devenir un petit peu plus compliqué, j'espère, pour ces boîtes. Mais c'est clairement la musique, le cinéma, et puis aussi des formats peut-être nouveaux, qui vont être issus des youtubeurs et des créateurs qui maîtrisent bien ce format, parce que c'est ça aussi la limite de cette suite de Karate Kid, c'est que c'est vraiment une série à la papa, quoi. D'ailleurs, il y a marqué Created for Television ou un truc comme ça. Non, mais clairement, j'ai pas regardé les détails, mais peut-être qu'elle est diffusée ou qu'elle a été produite pour des chaînes classiques. Je suis pas certain. Mais voilà, en tout cas, ça tient absolument pas compte du format. Il n'y a ni interactivité, ni vraiment appel aux commentaires, ni choses comme ça. Et il y a clairement de la place et des idées à trouver dans ce sens. Et je sais qu'il y a des séries françaises qui vont être portées par des créateurs, des auteurs français qui devraient normalement arriver très vite dès que YouTube Premium sera arrivé en France. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir jouer. Oui. Ma partie préférée de l'émission.
Alors cette semaine, donc c'est un juste prix spécial YouTube encore. Je vous donne donc simplement le nom d'une série ou d'un film de YouTubeur et vous devrez me donner une estimation de l'audience moyenne ou du nombre d'entrées. Donc voilà, vous devrez simplement imaginer le nombre d'entrées qui aurait pu être faites ou l'audience moyenne. On va commencer donc avec Le Manoir, donc un film coécrit par Kemar, avec toute la bande du Bagel ou presque. Combien d'entrées ça a fait selon vous ? Ça a fait un petit million, non ? Je sais pas. Moi, je dirais 500 000. 500 000 ? Ouais. Alors moi, les derniers chiffres que j'ai, c'est 218 000. Oh putain, pas du tout. Donc voilà, je vous mettais le doute tout d'un coup, mais c'est les derniers chiffres que j'ai vus. Ouais. Donc effectivement, en ça soi, ça n'a pas très bien marché, Ouais. mais bon, les gens disaient dans l'entourage qu'ils étaient quand même contents, etc. On continue avec un autre film, avec Norman cette fois, pas très normal les activités, donc avec Norman Tavo, c'était en 2013 je crois. Ça a été vraiment un four, je crois, 50 000 entrées. Oui, en plus, il durait qu'une 80 000. heure, non, c'est ça. Allez. Ouais, je dirais 200 000, ouais. Sachant que c'était Paramount quand même. C'est Marie qui gagne presque, c'est 176 871 entrées. Là, un autre film, je ne sais même pas si vous en avez entendu parler, mais moi j'ai dû le regarder pour une autre émission de Binge Audio sur les comédies françaises. C'est un film qui s'appelle Rattrapage et c'est avec notamment Jimmy Labeu. C'est un film qui a quelques mois à peine. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait réussi à drainer sa commu. Je vois bien un petit 500 000 là-dessus. Ah ouais ? Bah, on en aurait peut-être entendu parler, parce que là, du coup, ça a fait, je dirais moins. Il n'a pas réussi à drainer. Il n'est pas resté longtemps en salle. Oh, et c'est un peu entre... c'est plus... 70 000 126 000. 126 000 Voilà. J'espère que leur budget Je suis complètement à l'ouest niveau box-office. Ouais, non, mais moi-même, en lisant les chiffres, j'étais un peu étonné. Là, on va parler de la série donc presque adulte de Cyprien, avec Norman et Natou. Quelle était l'audience moyenne sur TF1 le samedi soir, juste après le JT, je crois, si je me souviens. 5 millions 5 millions moi, je dirais 2 millions. Et ben c'est Marie qui est. Je suis nul en audience. En fait, c'était des audiences qui allaient un peu plus au-dessus de 4 au début, mais la moyenne, c'est 2,8 millions de personnes. C'est plus que c'était à TF1. Ce qui est pas complètement satisfaisant. Et je finis avec un film qui est pas sorti en salle, mais qui est sorti sur Internet, Les Dissociés, donc des Suricates. Actuellement, combien de vues compte ce film des Suricates ? Ils ont percé, hein. Ils sont à plus du million, ça c'est sûr. Ouais. Mais je me demande même est-ce que c'est pas largement plus, genre 10 millions ou un truc comme ça ? Ou j'ai fumé ? T'es proche de 10 millions, David ? Aucune idée, je dirais. 6,2. 6,2. Et donc c'est ce qui est quand même très très impressionnant. Et si j'en parle, c'est parce qu'on va pouvoir en discuter juste après. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va s'intéresser à ces youtubeurs qui quittent un moment leur chaîne pour faire autre chose, plus ou moins en lien direct avec leur activité principale. Donc avant de parler en détail du comment, du pourquoi ces youtubeurs commencent à squatter un petit peu les rayons de la Fnac ou ce genre les rayons de certaines boutiques de cosmétiques, je voulais simplement qu'on donne un petit peu des exemples de produits dérivés qui existent. Vous, qu'est-ce que vous avez en tête comme ça quand vous pensez youtubeur qui sort un peu de YouTube ? Pas mal de choses en librairie. Il y avait eu le livre de Natou, le manga, la BD du Rire Jaune. Ils ont fait un peu des jeux de société, je crois. Ouais, les jeux de société. Dr Nozman, je crois, qui a fait un jeu. Des applis. Oui, les applis de jeux. Les applis, tous les youtubeurs de Mixicom ont leur application développée en interne. Et puis pas mal de fringues. Thibaut InShape a sa marque. Et compagnie. Enfin, il y a un peu de tout. Ange Phoenix, elle avait son émission de télé sur Disney Channel, je crois. Elle a lancé sa boutique en ligne, là, avec des produits personnalisés. Oui, elle avait lancé un rouge à lèvres aussi, etc. Ouais. Et ce qui est intéressant, David, je rebondis sur Thibaut InShape parce qu'il a évidemment donc lancé sa marque de vêtements, mais il est allé plus loin encore en lançant son temple. Là, on a la partie pour travailler les cuisses. Là, c'est les machines à fessiers pour les petites. Là, on a les machines. Là, c'est le squat aussi pour les petites. Là, les gens, on aura les douches et les vestiaires pour les petits. Ici, les gens, vous avez le vestiaire pour les petites. Ici, du coup, il y aura les douches. Et personnellement, je me bats pour avoir des douches communes, mais je crois que tout le monde n'est pas d'accord avec moi.
Enfer. Et par donc contre, ça m'a donné l'idée parfaite de produit dérivé. Il devrait faire une voie de GPS. Tu tournes à droite. Une voie de GPS de l'enfer. Voilà, Tu tournes à droite pour les petites. Donc les petites, c'est sa façon d'appeler les femmes, tout simplement. Ah, Donc voilà, je vous laisse juge de son humour. Alors, simplement pour un petit peu nuancer, c'est pas tous les youtubeurs qui peuvent faire des produits dérivés. À qui peut avoir ce genre d'opportunité selon vous? Quels sont qui peut prétendre sortir un bouquin? Alors, de toute façon, tout le monde peut sortir un bouquin. Le skid. Merci. Je dis ça en regardant Vincent dans les yeux. Si, tout le monde peut sortir un bouquin et tout le monde peut faire des produits dérivés. Hein. Justement, il y a des services qu'on appelle de dropshipping qui permettent de personnaliser des produits dérivés, des mugs, des serviettes de bain, tout ce que tu veux, et que tu envoies à ta communauté. Beaucoup de gens font ça, en fait. D'ailleurs, lancent entre guillemets leur marque et en fait utilisent des services de dropshipping. Donc, ils déclinent soit des private jokes en rapport avec leur création, soit des marques, des concepts, des choses comme ça. Après, toute la subtilité, c'est à quel niveau d'industrialisation tu peux aller et sortir un bouquin. C'est pas pareil si tu le sors chez Flammarion ou chez un petit éditeur. Donc, clairement, tout est proportionnel à la taille et à l'audience du youtubeur. Et aussi, derrière, à sa capacité à toucher une communauté qui peut dépenser de l'argent. Mais Marie, moi, en me posant la question, je me suis rendu compte que si... par exemple, Florence Forcel, elle n'a pas 100 000 abonnés, elle en a, je crois, 74 000 à peu près. Elle a pu sortir énormément de bouquins sur son sujet, sur son expertise. Il y a Hardisk aussi, il n'y a pas longtemps, il a pu sortir un livre, il a 90 000 abonnés. Comment t'expliques le fait que même avec des communautés un peu plus petites, on peut quand même prétendre à être édité ou sortir un petit peu de sa chaîne YouTube? En fait, dans le cas de Florence, je dirais que c'est un petit peu particulier parce qu'elle s'était installée dans ses activités d'auteur et de journaliste bien avant de lancer sa chaîne YouTube. Du coup, toutes ces idées de publication sont venues bien avant et je la considère plus comme une chef de plusieurs projets que comme une créatrice YouTube. Tu vois ce que je veux dire en termes d'équilibre dans les activités et je pense que du coup pour Florence c'est un petit peu particulier et que du coup elle peut drainer une communauté qui dépasse bien au-delà sa chaîne YouTube. Après pour Hardisk, en fait il se vend comme un professionnel de l'audiovisuel. Voilà, donc il y a une expertise en fait. Et je pense que tu commences à intéresser les personnes qui sont chargées de projets dans des maisons d'édition, par exemple, à partir de 50 000 abonnés aujourd'hui. Tout dépend du sujet. Hardisk, il a quand même un sujet de niche, qui est le tuto audiovisuel sur YouTube. Et je pense que dès que tu as un sujet de niche, un petit peu comme par exemple la création sur YouTube, tu peux intéresser les éditeurs. Et on va vraiment parler de Vincent pendant toute l'émission. Non, mais moi, je voulais ajouter là-dessus que... blagues en sous-marin, c'est fini. C'est aujourd'hui, mais plus après. En fait, ça me faisait penser aussi à Solange, de Solange te parle. Elle a aussi fait un film, elle a sorti plusieurs bouquins, alors qu'elle n'a pas non plus une audience extraordinaire. Mais en fait, c'est juste parce que c'est la personne, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'elle a une chaîne YouTube, mais en fait, c'est pas ça qui a motivé ni les éditeurs ni les producteurs à l'aider pour faire ses créations. Et en fait, quand on voit les chiffres du film avec Norman dont tu me parlais, c'est l'inverse, c'est-à-dire que finalement l'intérêt de la communauté YouTube pour faire des choses hors YouTube est pas forcément si clair. Et je pense que c'est finalement assez récent que les éditeurs, les studios de cinéma, etc., s'intéressent à l'audience des YouTubeurs et que la transfo est plus complexe qu'on pourrait le croire. On va parler des éditeurs, etc. juste après, mais moi j'ai une autre question, c'est qu'est-ce qui fait que ces créateurs ont un besoin de s'extraire de YouTube, de faire des livres, de faire des films? C'est quoi? Ça peut être un fantasme qui remonte à loin ou ce genre de choses, ou c'est parce que ce sont des personnes qui se considèrent comme des artistes et qui peuvent avoir une palette de création très large. Moi je pense que certains créateurs sont des artistes qui ont des passions et qui du coup utilisent tous les formats qui sont possibles et imaginables pour
transmettre leur passion. Donc je comprends qu'à un moment, YouTube puisse être trop limité en termes de format pour faire passer tous les messages dans tous les styles dont tu as envie, quoi. Encore une fois, ouais, moi je considère les créateurs comme des chefs de projet, et YouTube est un projet parmi d'autres, le projet principal étant comment est-ce que je vais faire pour parler de ce sujet à des gens et que ça leur donne envie d'en savoir plus. Et YouTube, ça reste quand même un accès essentiel pour en parler, pour diffuser, Ouais, voilà. pour C'est un parler canal des de projets. communication, voilà. En fait, c'est ça, c'est les deux. C'est qu'à la fois, c'est une plateforme de création et à la fois, c'est un réseau social. C'est-à-dire, ça permet d'engager et de discuter avec la communauté. Je pense à un autre exemple. Dans un autre domaine, c'est Pierre Cross qui fait de la scène. Il utilise énormément sa chaîne aussi pour promouvoir ses spectacles. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il arrive à... Enfin, forcément, la scène, c'est-à-dire que ça se transforme un peu mieux que le cinéma, puisque les rapports d'audience sont tellement... et aussi sont tellement déséquilibrés que quand tu as plusieurs millions d'abonnés, remplir une salle, ça va beaucoup plus vite que faire des centaines de milliers d'entrées au cinéma. Donc, tous ces mécanismes, ils vont s'installer avec le temps. Je pense que YouTube devient... de plus en plus mainstream, et du coup on va trouver des gens qui se sont fait connaître par YouTube mais qui ont d'autres activités ou d'autres envies ailleurs. Et après, faut distinguer ce dont on a parlé, c'est-à-dire qu'il y a les autres actes de création qu'on peut faire ailleurs, dans notre domaine, et il y a rentabiliser son audience. C'est-à-dire que faire une marque de fringues, alors sauf quand c'est créatif et que je sais pas, c'est un youtubeur ou une youtubeuse mode ou qui a vraiment un œil là-dessus, mais quand il suffit de mettre un logo sur le truc, c'est plus monétiser son audience, en fait. Avant de passer du côté marque, éditeur, producteur, je vais simplement vous faire écouter comment Kevin Tran, donc du Riz Jaune, présentait son manga il y a quelques temps. Comme beaucoup de vidéastes devenus connus, j'ai été contacté par des maisons d'édition, et c'est là que petit à petit mon rêve de faire un manga, attention pas c'est simple, renaquit de ses cendres. Oh, je suis chaud! Je vais créer une nouvelle chaîne, je vais l'appeler le Becherel Jaune. J'ai alors accepté de rencontrer les éditions Michel Lafon parce que j'avais bien aimé ce qu'ils avaient fait avec Natou. Je leur ai présenté mon idée de manga, ils ont kiffé et j'ai signé. À partir de là, j'étais devenu possédé. Tu sais, j'avais enfin la possibilité de réaliser mon rêve d'enfance, j'allais rien laisser passer. Donc voilà, il y a l'idée que il y avait une volonté de création, il dessinait depuis longtemps, etc. Ce qui est intéressant, je précise juste, mais Michel Lafon donc, est très lié à Mixicom, ils ont des accords, et en gros, tombe bien. tous les livres de youtubeurs de Mixicom sont publiés chez Michel Lafon. C'est un peu comme Fanta, il y a des liens très, très étroits entre la marque et l'éditeur et Mixicom. Simplement, une question un peu bête, mais pourquoi c'est intéressant pour la marque, le producteur, la chaîne de télévision, qu'est-ce qu'ils y gagnent en allant chercher des talents sur YouTube? Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une ère de la transmission de l'information qui passe par la personnalité. Et ça se voit dans le culte des personnalités qui sont faites sur YouTube. Si tu es une chaîne collective, tu vas avoir du mal à percer parce que ce que recherchent les visionneurs, c'est s'attacher humainement à une personne. Un visage qu'on voit sur la vignette, quoi. Et j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est un changement ou si c'est quelque chose qui a toujours existé ou qui s'est amplifié avec le phénomène YouTube, mais... En fait, aujourd'hui, pour vendre, avoir une personnalité qui accole son identité, c'est dans l'air du temps. Et mais je ne sais pas si c'est un ressenti personnel ou si c'est une vraie tendance. Moi, j'ai l'impression que oui, la personnalité, c'est devenu une industrie, c'est devenu un talent, en fait, de pouvoir se vendre, de pouvoir alimenter les réseaux sociaux au quotidien, etc. Et il y en a il y a beaucoup de jeunes, des youtubeurs ados qui mettent en avant leur vie, qui racontent leur vie, c'est la façon de se raconter, etc. Et j'ai l'impression que c'est effectivement devenu un talent comme un autre, en gros. Après, il y a toujours eu des égéries pour toutes les marques. Des joueurs de foot qui travaillaient avec un écrivain à côté et qui faisait un bouquin. Ou qui incarne une marque, un produit. Moi, ça me fait penser aussi à l'exemple de ce que fait Rihanna avec sa marque de cosmétiques Fenty Beauty, là, qui est c'est notamment du fond de teint qui est adapté à toutes les teintes de peau, et du coup, elle a en plus de ça, en fait, tout un discours qu'elle peut porter par les réseaux sociaux, en fait. Ce que change peut-être le rapport, les réseaux sociaux, c'est de pouvoir
accompagner le produit ou la création par un discours un peu plus élaboré que juste de la pub ou juste je sais pas, je suis André Agassi et je me rase le crâne avec je sais même plus ce que c'était la marque. J'enlève ma moumoute devant vous. donc voilà, il y a un truc où en fait on peut plus facilement quand on a une notoriété, et en particulier sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, etc., accompagner le discours et l'enrichir et faire du contenu qui rend pertinent le truc. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que justement je me demandais si dans produits dérivés, Vincent, tu sous-entendais aussi les projets non consuméristes qui peuvent être portés par les vidéastes. Parce que pour moi, tout ce qui est festival organisé par des créateurs, un peu comme les historiques à Montbazon qui sont portés par Kaleidoscope et Nota Bene. Pour moi, c'est un produit dérivé en fait de leur chaîne à tous les deux. Parce que les gens, je suppose, ils vont aussi pour les voir eux, pour avoir un lien direct et presque physique avec, et parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver l'esprit de leur chaîne dans ce festival-là. Et Frames, le festival à Avignon qui se déroule en septembre et qui est plutôt orienté sur la vulgarisation et la culture, qui est porté par le Fossoyeur de films, Patrick Beau, etc. Pour moi, c'est la même vibe. J'appellerais ça, moi aussi, un produit dérivé de leur chaîne, parce qu'on y retrouve totalement l'esprit de leurs vidéos. Je vais enchaîner un petit peu rapidement. C'est simplement pour parler du dernier aspect qui me semble important. C'est est-ce que ces produits dérivés, donc de manière générale, marchent selon vous parce que j'ai l'impression qu'il y a des expériences très différentes. À la fois les bouquins, j'ai l'impression qu'il y a des très bonnes ventes. Donc Kevin Tran, son manga, c'était une des plus grosses ventes de BD manga en France l'année dernière. Et en même temps, on voit au cinéma, on l'a vu avec le jeu, les audiences ne suivent pas du tout. De manière générale, comment vous expliquez juste même ce décalage entre les livres et le cinéma ? Je pense que dans tous les cas, se lancer dans un projet parallèle à sa chaîne YouTube, c'est un vrai risque, surtout quand tu viens titiller la question du pouvoir d'achat de tes abonnés. YouTube reste une plateforme avec des utilisateurs assez jeunes, surtout si on parle des plus gros YouTubeurs qui n'ont pas forcément accès à autre chose qu'à de l'argent de poche. Et pour moi, c'est une prise de risque qui a un peu trait à la chance. Alors bien sûr, il y a derrière les tanks de communication que tu peux avoir, tu parlais de Mixicom qui peut pousser certains produits plus facilement, mais pour moi il y a aussi un facteur chance, et notamment dans l'industrie du cinéma. Peut-être que David t'en parlera plus précisément que moi, mais pour moi la concurrence est bien plus rude dans l'industrie du cinéma que dans la simple création de produits dérivés ou de festivals autour des... Qui en plus amène souvent via les dédicaces, des rapports directs. Moi j'ai l'impression que c'est un truc qui peut expliquer aussi, c'est le fait de vendre un livre, c'est déjà d'avoir un objet qu'on a chez soi, qu'on ramène chez soi aussi, et qu'on peut aller le faire dédicacer, qu'on peut faire la rencontre, donc avoir le selfie, etc. Donc j'ai l'impression qu'un livre se rend plus proche aussi avec son créateur préféré. Je sais pas ce que tu penses par rapport au cinéma, toi. Non, il y a aussi le fait que les canaux de promotion traditionnels du cinéma et du livre sont un peu différents. Sur le cinéma français, les films qui font des gros scores sont souvent ceux qui ont un cast en fait qui est entre guillemets télégénique et donc qui fait la tournée. Alors c'est des choses qui sont en train d'un peu évoluer. Avec la TNT et puis la baisse de l'audience télé, mais à une époque, fallait vraiment, tu sors une comédie française, il faut absolument faire les enfants de la télé avec tout le monde pour cartonner le mercredi. Il y a aussi, donc, comme tu disais, les tournées province. Enfin, le cœur de cible sur le cinéma français est un petit peu plus âgé et peut-être un peu trop âgé par rapport aux audiences des youtubeurs dont on parle. Après, c'est aussi Enfin, il y a plein de paramètres en jeu. Le fait que les livres, ça va plus être aussi un truc que l'enfant te met le truc dans le caddie quand tu vas faire tes courses chez Carrefour. Enfin, ce genre de diffusion, de promotion. L'enfant, quand on ne va pas nommer. Petite blague encore en référence à Problemos, indirectement, je dis. Non, et puis et simplement le cinéma aussi, c'est qu'il y a le fait on en parlait par rapport à une série d'Eleonore Coste il y a quelques semaines sur le fait que les gens ne voulaient pas payer pour un contenu qui avait l'air gratuit, enfin qui jusque-là était gratuit, mais là il faut aller en salle, il faut payer une place des fois chère, alors qu'on se dit mais
il y a des vidéos sur YouTube, et là, on veut que j'aille dans une salle. J'allais te demander les taux de piratage de ces Ah fameux bah, les sites taux de et piratage, ces je les ai films, pas. terrible non parce plus, en que- plus. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que même Cobra Kai, juste pour finir là-dessus, tu tapes Cobra Kai sur YouTube, tu as des tutos Il est déjà qui ripé. t'expliquent comment regarder gratuitement Cobra Kai. Donc je pense qu'il y a un peu peut-être cette explication-là aussi par rapport au cinéma. Après, faut voir aussi, c'est aussi une question de talent. Peut-être qu'il y a encore pas assez de maturité sur le YouTube français pour que des vrais talents d'acteurs aient émergé. Enfin, il y en a quelques-uns qui commencent à être plutôt bons et qu'on commence à revoir des Mister V, des Jimmy Labeu, qui vont s'installer, je pense, dans le paysage de la comédie. Mais bon, il y a encore de la marge pour avoir vraiment des stars. Et puis voilà, c'est dans chaque domaine en fait, la vraie transformation, les vrais succès vont aussi reposer sur à la fois l'alchimie incalculable dont on parlait au début, et puis aussi par du talent, quoi. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de talent dans un domaine spécial, et il va se trouver qu'à côté ils sont sur YouTube, mais voilà. Alors, je pouvais pas terminer ce sujet sans vous parler du plus gros forceur en termes de merchandising dans le YouTube mondial. Il s'appelle évidemment Logan Paul, et chaque vidéo, il dit oubliez pas d'acheter mes t-shirts, on a des nouveaux t-shirts, on a des nouveaux sweats, allez acheter. Et au moment de Noël, il a sorti une chanson vraiment entièrement dédiée à la vente de sa marque en fait. Logan Paul, you use your stock to plug your merch. Yeah, boy, I'm the Maverick. Why your feelings hurt? Hey, yeah, I rep that merch. Ooh, yeah, I rep that merch. Ooh, yes, I do in church. Ooh, yes, I put in work. Hey, who's that Santa looking at? Take your gifts and give them back. Maverick merch is where it's at. Got the hoodie, got the hat. Who's that Santa looking at? You should drink more milk, not fat. You should get my new backpack. Voilà, je pouvais pas me passer de glisser un petit extrait de ce bonhomme. Je préfère les chansons de Squeezie. Hein. Voilà. Et on a oublié de citer le restaurant d'Ibra TV. Ah, bah oui, voilà, c'est vrai. Qui a encore une forme très inattendue de produits dérivés. On y mange quoi ? Pas très bien. Simplement, donc, pour finir là-dessus, peut-être qu'on peut recommander chacun un produit dérivé, entre guillemets, qu'on a bien aimé. Moi, je vais simplement glisser un mot sur le livre de Julien Méniel qui parle de caca, qui est sorti il y a quelques jours. Et il y a notamment cette phrase « Beyoncé fait caca » et ça m'a touché. Voilà. Donc, Marie. Moi, j'ai galéré à trouver un produit dérivé d'une meuf qui me plaisait. C'est chaud. J'ai vraiment cherché pendant au moins 15 minutes. Et du coup, je vais recommander un produit dérivé d'un mec, mais qui est très cool et dont j'ai hâte que j'ai hâte de voir. En fait, c'est celui de Guilhem de la chaîne Hangover Cuisine, qui sort un livre de recettes. Et il y aura aussi des recettes végétariennes et véganes. Et le livre s'appelle Saison et il sort le 9 juin. Oui, c'est adapté avec des produits de saison. Tout à fait. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Et qu'il n'a pas, du coup, appelé Bouffon comme son podcast. Ouais. C'est pas un produit dérivé de podcast, c'est un produit dérivé de sa chaîne. Voilà, c'est un peu... C'est spécifique. En fait, ça se substitue à la recommandation de YouTube qu'on devait faire à la fin. Non, pas du tout. Tu vas y passer. Et alors moi, j'ai un produit dérivé de youtubeurs, et en l'occurrence de youtubeuses à la maison. J'ai complètement oublié leur prénom. C'est les deux filles qui avaient splitté. Caroline Safia, s'il te plaît, ne remue pas le couteau, s'il te plaît, David. C'est un très bon livre que j'ai feuilleté chez moi. Je sais plus comment il est arrivé. Je crois que par le service de presse de ma copine ou un truc comme ça. Je vous le recommande pas, en fait. Justement, on va pouvoir passer maintenant des recommandations des chaînes que notamment David va recommander. Là, vous faites connaître grâce à YouTube, grâce à Internet. Mais c'est quoi l'étape d'après ? Parce que vous n'allez pas faire des blagues sur YouTube à 50 ans. Alors David, une chaîne que tu recommandes vraiment cette fois ? C'est pas vraiment une chaîne. Alors ça va être une vidéo, en fait 2 vidéos. Il y en a une qui va appeler l'autre. Pendant que j'étais à Cannes, où j'ai quand même plus regardé pendant que j'étais à Cannes. Plus regarder des films que des vidéos YouTube. Il y a une vidéo qui a fait un peu parler d'elle et qui était vendue comme un court-métrage inédit de Jean-Luc Godard qui s'appelait Vent d'Ouest. Donc vous pouvez googler, chercher sur YouTube Vent d'Ouest, JLG, ou je ne sais plus trop comment c'est référencé. C'est un film court sur la ZAD de Nantes, de Notre-Dame-des-Landes, et qui... ressemble énormément, avec en plus une voix off. Alors je ne sais pas comment ils s'y sont pris, s'ils ont trouvé un imitateur excellent ou si c'est détourné, un montage. A priori, c'est une voix inédite. En tout cas, c'est
c'est pas vraiment un film de Jean-Luc Godard, c'est une imitation que je trouve un peu ratée, mais pas mal de gens, de médias sont tombés dans le panneau au début avant de dire le producteur, tout l'entourage de Jean-Luc nie le fait que ça soit vraiment un de ses films. Et je trouve ça intéressant, je trouve que c'est une super bonne idée, j'aurais adoré faire ça. Faire ça bien et faire tomber dans le panneau des cinéphiles du monde entier. La vidéo en soi est pas terrible. En revanche, il y a une autre vidéo sur YouTube avec Jean-Luc Godard que je vous conseille vraiment de regarder. C'est la vidéo de sa conférence de presse au Festival de Cannes. Oui, en FaceTime. Voilà, en fait, il n'était pas présent à Cannes, il n'y vient plus depuis un moment. Et ils ont eu l'idée en fait de la faire en FaceTime, mais pas la faire en FaceTime sur un écran géant ou des choses comme ça, comme ça peut se faire parfois avec des réalisateurs étrangers. Là, le principe, c'est qu'un mec tenait le téléphone et puis que les journalistes allaient se succéder au micro et donc étaient en visio, en face à face avec Jean-Luc Godard. Et assez étonnamment, je trouve qu'il s'est beaucoup calmé sur les dernières années, qu'il est devenu assez bienveillant et c'est un moment, je trouve, très émouvant. Et la vidéo vaut vraiment le coup d'œil et je pense même que c'est meilleur que son film. Oui, dont on ne parlera pas. C'était la recommandation cannoise de David Honora. Marie, tu recommandes Alors moi je recommande la chaîne de Juliette de Coucou les Girls qui est super... Avec un Z ou un S ? À la fin de Girls, des fois il y a un Z. J'ai bugué parce qu'en fait je sais pas. On va non, il me semble que c'est avec un S. D'accord, mais c'est moi qui S des fois. Voilà, okay. Et Juliette, donc c'est une meuf hyper décomplexée, hyper drôle qui fait donc des vidéos de type humoristique et qui vient de rejoindre le collectif Les Nanas de Paname. Donc je pense qu'on va entendre parler de plus en plus d'elle et j'aime bien parce que c'est feel good. C'est très drôle et c'est beaucoup d'autodérision. Donc pour se vider la tête, c'est absolument parfait. Et de mon côté, je sais qu'on en a peut-être déjà parlé une fois ou deux, mais je voulais vous en parler un peu plus en détail. Donc c'est la chaîne Alt 236, qui est donc pour moi l'une des plus fascinantes du YouTube français actuellement, et qui a sorti, et c'est pour ça que j'en parle, une vidéo sur le manga Blame. Donc en gros, il propose d'analyser des grandes figures un peu monstrueuses, mythologiques, avec toujours une ambiance, c'est super bien réalisé avec des images, du son qu'il fait lui-même aussi souvent. Et il parle notamment de Hellraiser, du Berserk, de Freddy Krueger, etc. Et c'est assez dingue. Donc voilà, Alt 236, c'est vraiment c'est ma vie, quoi. Merci à nos chroniqueurs Marie et David, à Binge Audio et à Charlène pour la réalisation et la production. Je voulais aussi vous remercier rapidement pour toutes les personnes qui ont pris le temps de lire mon livre et de me faire des petits retours et tout. Ça a l'air de vous plaire, donc je suis très content. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cette émission, la liker sur SoundCloud, Apple Podcast, un peu partout. À venir nous parler aussi sur Twitter. Et de mon côté, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Binge Audio. Salut, c'est Victoire Tuaillon. En attendant le prochain épisode de NoTube, je te propose d'écouter Les couilles sur la table, mon podcast consacré aux hommes et aux masculinités. Dans le cinéma, dans la littérature, on présente toujours l'homme noir comme celui qui va venir satisfaire la gendarme blanche. On a tellement peur que les hommes prennent le pouvoir sur le corps des femmes qu'on leur dit c'est pas votre problème et que du coup toute la responsabilité de la contraception et d'une grossesse non prévue repose sur les épaules de la femme. On est stigmatisé quand on a un trop gros sexe, on est stigmatisé quand on en a un trop petit. En fait, ça les rend dingues, ça les rend fous. Les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur 2 sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast.